Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans les cadres de votre magazine de prédilection, le kiosque et magazine qui vous aide à efflairer certains problèmes d'actualité politique bouillant de l'air en République démocratique du Congo. Comme sujet, comme vous le savez, les deux chambres du Parlement congolais ont eu à clôturer la session politique, en fait, au niveau du Parlement. Une session sanctionnée par les discours du président des deux chambres du Parlement, en l'occurrence Aimé Boji Sangara, mais également Samalou Kondé. D'entrée de jeu, nous allons analyser ces différents discours, mais comme vous le savez, hier, le Sénat a adopté en seconde lecture la proposition de loi référendaire en vue de changer la constitution en République démocratique du Congo. Nous allons analyser toutes ces questions avec nos invités sur ce plateau. Francis Tibalabala Moukounlaï, député national, élu pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est notre invité de ce kiosque ce matin. Bonjour, Francis Tibalabala. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez eu à clôturer la session de mars, la session hier, en fait, au niveau de l'Assemblée nationale. En tant que député national, êtes-vous fier du travail abattu tout au long de cette session? Je crois que s'il faut établir un bilan, le bilan il est élogieux. Élogieux pourquoi? Parce que je crois que c'est la première session où nous avons travaillé de manière intense. Nous avons eu des plénières tous les jours quasiment, et même le samedi. Nous avons travaillé jusqu'aux heures avancées de la nuit pour naturellement régler tous les dossiers qui étaient en suspens, tous les dossiers qui étaient au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et je crois que on a quand même obtenu satisfaction par rapport à à l'intensité du travail et au volume du travail qu'on a eu à abattre. Et je crois que chacun de collègues est satisfait par rapport à cela. Et moi, personnellement, je m'en réjouis parce que j'estime que si l'État accepte de nous payer convenablement, il faudrait aussi, en retour, que nous puissions travailler comme il se doit, remplir notre rôle de parlementaire, qui est celui de légiférer et aussi de voter le loi. Et je pense que ce travail a été accompli et très bien accompli. En tant que député national, qu'est-ce que vous avez amené dans vos gibecières au niveau de votre base en termes de désirata de la population? Non, c'est hier qu'on a clôturé la session de mars. Et là, nous sommes en pleine vacances parlementaires. Et ce n'est que hier, on a fini quasiment à minuit. Et aujourd'hui, naturellement, il fallait que nous nous reposions. Mais puisque j'avais reçu votre invitation, je n'avais pas de choix. Il fallait que j'y réponde pour éclairer la lanterne de la population par rapport aux questions d'actualité. Mais au niveau de la base, nous n'avons pas encore effectué des descentes. Les descentes viendront. Nous avons déjà un calendrier élaboré et nous suivrons ces calendriers, bien sûr. Francis Tibalabala, vous avez ouvert des centres, en fait, pour former des mamans, des jeunes. Tout récemment, vous avez eu à donner des brevets, en fait, aux lauréats. Quels sont les mobiles qui vous poussent à faire toutes ces actions? C'est l'amour du prochain, tout simplement. C'est la mise à exécution de notre punchline, le peuple d'abord. Et en tant qu'élu de PES, j'ai deux motivations. La première, c'est que nous avons, juré de travailler au nom et pour les comptes de la population. Je suis électeur du district de la Tchangou. Je devais naturellement faire quelque chose pour que nos électeurs puissent se retrouver à travers notre action. Au-delà de l'action parlementaire, il y a aussi l'action sociale
que nous avons mené sur le terrain et c'est ce qui avait conduit justement à la mise en place de ces centres de formation professionnelle qui forment gratuitement dans plusieurs filières depuis 5 ans maintenant. On n'a pas arrêté de manière ininterrompue, nous formons. C'était les 30 mai où on avait procédé à la remise de brevets au lauréat de la 8e promotion. Et là, c'est hier qu'on a lancé justement la 9e promotion. Et vous avez vu, il y avait plus de 1000 personnes qui sont venues, qui s'étaient inscrites, qui sont venues répondre justement au premier jour de classe, passez-moi l'expression. Et je crois que c'est un sentiment de satisfaction. Ça, c'est premièrement parce que je suis élu de PES. Deuxièmement, parce que je suis député élu de la Tchangou. J'avais fait le vœu à mes électeurs. Une fois élu, je mettrai à leur disposition des mécanismes pour leur épanouissement. Nous avons tous connaissons que nos jeunes sont parfois frappés par l'oisiveté. Tous connaissons que l'État ne peut pas employer tout le monde. Tous connaissons que les jeunes sont pour la plupart désœuvrés. Et aussi connaissons que tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. D'où la création de ces centres pour permettre à ceux-là qui n'ont pas, qui sont pas allés à l'école de pouvoir se rattraper à travers une formation qui leur permettrait justement de connaître le métier pour qu'ils soient utiles à la société. Nous avons dans la même optique créé les centres pour combattre justement la dépendance. Les jeunes, comme les mamans aujourd'hui, sont plus, ils vivent plus au crochet justement des personnes qui ont un peu de moyens. Ils font la manche tout le temps et cette attitude-là ne peut pas, ne nous enchantait pas, d'où il fallait que nous mettions en place ces centres pour qu'ils puissent apprendre le métier, qu'ils soient autonomes, qui ne dépendent plus de personne. Les jeunes filles, par exemple, aujourd'hui, pour des miettes, ils s'exposent justement, ils s'adonnent à la prostitution et à travers justement le métier que nous leur apprenons, elles deviendront autonomes et elles vont s'autosuffire. Donc, ce sont des motivations comme ça et je pense que, étant donné que c'est un engagement que j'avais pris, et cet engagement va se pérenniser jusqu'au moment où les seigneurs vont décider que l'on puisse arrêter, mais du moment que nous avons l'énergie, nous avons la force, du moment que nous continuons à nous revêtir justement de ces oripeaux des députés, étant donné que je suis l'émanation de la population de la Tchangou, je continuerai justement avec cette œuvre et dans 4 mois, ils vont en sortir avec une connaissance qualifiée et en même temps avec un brevet qui va leur permettre, ou avec cette connaissance et le brevet, ça va leur permettre justement d'être sur le marché de l'emploi, parce qu'on n'emploie pas seulement ceux qui ont fait l'université, il y a même ceux-là qui connaissent certains métiers aussi, trouvent de l'emploi, et je pense que c'est leur mettre le pied à l'étrier par rapport à tout ce que nous faisons. Et la population est très satisfaite par rapport à cela et nous allons continuer ainsi. Hier, vous avez clôturé la session, en fait, une session sanctionnée par les discours du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. D'une manière spécifique, comment interprétez-vous ces discours où il y a abordé plusieurs points qui concernent la vie nationale? Non, mais nous sommes Assemblée nationale, nous sommes l'émanation de la population. Vous comprenez, nous sommes c'est-à-dire nous sommes le représentant de la population. Et lorsque nous prenons parole, lorsque le président de l'Assemblée tient un discours qui consacre justement la clôture de la session de septembre, ces discours doivent rencontrer quand même les attentes de nos populations, parce que nous sommes l'émanation de la population. C'est comme ça que vous avez constaté, il a pratiquement touché toutes les questions qui sont liées à la vie de la nation, à la vie du peuple, et c'est dans l'ordre des choses, bien entendu. Hier, en même temps, au niveau de la Chambre sœur, en fait, le Sénat a examiné en fait la proposition de loi Ngondankoi portant référendum en République démocratique du Congo. Faudra-t-il admettre qu'une étape importante vient d'être franchie en ce qui concerne les changements de la Constitution?
En effet, non, pas forcément à ce qui concerne les changements de la Constitution. Moi, je ne voudrais pas ici que l'on puisse lier justement la proposition de loi portant organisation du référendum au changement de la Constitution. Les changements de la Constitution, c'est les vœux de la population, c'est les peuples qui décident, ce n'est pas les députés qui vont décider, moins encore le président de la République. Lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, on nous dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Les peuples exercent cette souveraineté à travers les élections, soit par référendum. C'est aussi une élection, le référendum. Les élections des candidats. Donc le pouvoir émane du peuple. Mais, attention, depuis 2006, il y a eu un vide juridique qui vient d'être comblé en 2026. Ça fait 20 ans que la Constitution nous demande, nous qui sommes législateurs, de mettre à la disposition de la population un cadre juridique pour lui permettre de s'exprimer. Je vous pose la question aujourd'hui. Il y a des matières qui font l'objet ou qui feront l'objet du référendum. Vous comprenez? Mais comment est-ce que le peuple va s'exprimer sans qu'il y ait une loi qui organise les référendums? C'est un vide juridique qu'on a comblé. En lieu et place de tirer à boulet rouge sur le député, je pense que les pourfendeurs ne pouvaient que féliciter les élus parce que nous avons comblé un vide juridique. Comment les peuples, on dit la souveraineté nationale appartient au peuple, mais comment le peuple va s'exprimer si ce n'est qu'à travers un cadre juridique qui organise les référendums? On n'a jamais eu ça. On parle des élections aujourd'hui alors que la Constitution prévoit les élections, mais si elles sont organisées, c'est parce qu'il y a la loi électorale. C'est la même chose. La loi électorale permet au peuple de se prononcer sur les individus, mais il faudrait aussi, en plus de la loi électorale, avoir une loi référendaire pour permettre aussi à ces mêmes peuples à qui on reconnaît la souveraineté de pouvoir se prononcer lorsqu'il s'agit d'une question qui touche à sa vie, lorsqu'il s'agit des questions qui sont dans la Constitution, qui impose naturellement que l'on puisse les soumettre au référendum. Donc, pour moi, c'est un vide juridique qui a été comblé. C'est une étape décisive qui est franchie. Et je pense que si jamais demain le peuple décide de se prononcer, que ce soit sur l'abandon de notre territoire, d'une partie de notre territoire, que ce soit sur des questions ou les changements de la capitale, etc., le peuple a au moins aujourd'hui une loi qui va lui permettre de mieux exprimer son avis par rapport à toutes ces questions qui touchent à la vie de la nation et même à sa propre vie. Mais en fait, les textes suivent désormais les circuits institutionnels classiques aujourd'hui, mais apparemment, c'est comme si vous ne tenez pas en compte les revendications de l'opposition. Non, qu'est-ce que l'opposition revendique quoi? Parce que là, je pense qu'ils sont dans une contradiction. Il y a eu beaucoup de réclamations de la part de l'opposition. Comme vous verrez d'ailleurs parmi ceux-là qui aujourd'hui ne veulent pas que l'on puisse voter cette loi, qui proposait d'ailleurs déjà la révision de certaines dispositions, la révision sur certaines dispositions constitutionnelles. Certains sont en train de prôner la forme de l'État, l'État fédéral, etc., alors que nous sommes dans le régionalisme. Donc ça va certainement impacter la Constitution actuelle, mais ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui viennent, qui se posent en donneur des leçons, qui ne veulent pas que l'on puisse offrir au peuple une loi qui puisse lui permettre de s'exprimer. Vous reconnaissez d'un côté la souveraineté du peuple, de l'autre, vous ne voulez pas qu'il y ait un cadre juridique ou de mécanismes pour permettre à ces peuples-là de s'exprimer. Je pense que c'est contradictoire. Donc je n'arrive pas à cerner réellement les réclamations de l'opposition. Parce que lorsque vous lisez la Constitution, je vous ai dit ici, je suis en train de vous éviter des redites, mais je n'ai pas de choix parce que il faudrait que vous puissiez mieux cerner les contours de ma réponse. Donc, vous ne pouvez pas soutenir une constitution qui prévoit les référendums, qui détermine le matière qui doit faire l'objet du référendum, et critiquer la loi qui va permettre au peuple de s'exprimer, justement, d'exprimer sa souveraineté. Donc je pense que c'est contradictoire. L'opposition n'a aucune raison légitime, ni légale, ni morale, de pouvoir interdire aux députés qui sont en train de faire leur travail
c'est constitutionnel ce que nous faisons. Vous comprenez? Donc, n'eût été les députés, on n'aurait pas cette loi-là qui vient combler un vide juridique qui date de plus de 20 ans. Donc, je pense que l'opposition est aux abois tout simplement. L'opposition ne sait plus rien proposer. L'opposition est en difficulté aujourd'hui pour rallier justement le peuple à sa cause, pour déclencher justement l'alignement du peuple par rapport ou sur ses positions, d'où il faut faire des déclarations à l'emporte-pièce parfois, d'où il faut critiquer, même quand il ne faut pas critiquer le régime, d'où il faut prolonger. D'ailleurs, cette opposition-là n'inspire plus confiance au peuple, étant donné qu'elle est inféodée au régime de Kigali. Aujourd'hui, par exemple, on a suivi tous que les officiers rwandais s'opposent au changement de la Constitution. Ils s'opposent à cette loi qui vient combler un vide juridique. Mais quand vous comparez les deux narratifs, vous en conviendrez qu'ils sont en train de dire la même chose. Donc, cette opposition qui est inféodée au régime de Kigali ne peut quand même pas parler au nom et pour le compte de la population. Vous comprenez? Et la population, d'où ces rejets de la population par rapport à cette opposition qui a du mal à faire entendre sa voix. Une opposition inaudible, tout simplement. Mais vous parlez d'une opposition qui n'inspire pas confiance aujourd'hui, alors qu'il y a organisé des manifestations qui ont connu presque une réussite totale. Non, non, il n'y a pas eu de réussite. Il ne faudrait pas ici que vous puissiez tromper notre peuple. Excusez-moi, peut-être que le mot paraît dur. Il y a eu ville morte, mais vous aviez travaillé ici. Vous aviez animé votre émission ces jours-là. Donc vous n'allez pas me dire que toutes les activités étaient paralysées. La ville morte suppose l'arrêt de toutes les activités. Du réveil au coucher. Si je vous pose la question, est-ce que la vie n'a pas été constatée ces jours-là? Vous allez me dire, effectivement, elle avait été constatée. Kinshasa avait vécu, et comme d'autres provinces aussi, vous comprenez? Mais il faut ici relativiser, étant donné qu'il y a eu des menaces à peine voilées de la part de l'opposition. Ces menaces avaient sémé justement la peur dans les chefs de certains compatriotes qui avaient évité de sortir leur véhicule. Lorsqu'on vous dit par exemple que papa bomba mwana na yo nandako, bobatela mutuka na yo, ça veut dire quoi? Ce sont des menaces à peine voilées. Qui peut accepter de sortir avec un véhicule qui sera par la suite caillassé, brûlé même? Vous comprenez? On a vu ce qui s'est passé lors de leur sit-in. Ils ont brûlé des véhicules d'autrui. Comment se fait-il, vous qui organisez un sit-in, c'est supposé que c'est une activité non violente, vous comprenez? C'est supposé que c'est une activité pacifique, mais vous vous amenez avec de pierres, avec des projectiles, avec de l'essence, avec des allumettes, etc. Tout ça. Donc, vous aviez un projet de mettre la vie de Kinshasa à feu et à sang. Malheureusement pour eux, ils se sont heurtés justement au professionnalisme de la police. Si la police ne s'était pas interposée ces jours-là, il y aurait beaucoup de morts causées par l'opposition, il y aurait beaucoup de véhicules brûlés, il y aurait des véhicules caillassés, il y aurait des gens blessés avec des projectiles qu'ils avaient amenés ces jours-là. Donc il s'agit d'un sitting, vous vous opposez justement à une loi qui répond à une exigence constitutionnelle, vous comprenez? Et le gouverneur n'avait pas interdit leur activité. Il a tout simplement délocalisé. Parce que je vous rappelle que l'Assemblée nationale, c'est un lieu inviolable. L'inviolabilité de l'Assemblée nationale doit être respectée par tous. On ne peut pas permettre les non-députés. Si c'est pour assister aux plénières, par exemple, là, l'accès est libre. Mais si c'est pour manifester, ce n'est pas les lieux pour manifester. D'un côté, nous votons de loi. D'un côté, nous nous voulons républicains, nous nous voulons respectueux de loi. De l'autre côté, nous posons des actes qui sont aux antipodes des valeurs que nous sommes en train de prôner. Je pense qu'il faut, pour être cohérent, pour être respectueux de règles de la République, on délocalise votre manifestation. Ce n'est pas la raison pour que vous puissiez vous comporter en gangster. En voyous tout simplement. On a vu ce qu'ils ont fait et c'est vraiment triste. Mais donc, les deux activités pour moi étaient des échecs cuisants. La ville morte, le mot d'ordre est passé entre le mailles du filet. Les gens avaient travaillé, les gens vaquaient leurs occupations. C'est vrai que ce n'était pas au rythme d'habitude.
c'est justifié parce qu'il y a eu de menaces à peine voilées. Et s'agissant du sitting, ils ont tout simplement transformé les sittings à une bagarre rangée entre le manifestant et la police parce que ils avaient des armes blanches, ils avaient des pierres, on ne pouvait pas les laisser investir le palais du peuple. Il faudrait aussi protéger les élus et même veiller à l'inviolabilité de l'Assemblée nationale. Mais vous parlez de l'accès libre au niveau des plénières, alors que le même jour de la plénière, les députés et le président de l'Assemblée nationale nous avions travaillé d'ailleurs à interdire l'accès aux journalistes dans la salle, même aux assistants parlementaires. Et jusqu'aujourd'hui, les journalistes ne font plus leur entrée au niveau de la salle de la plénière. Non, non, je pense que c'est pas vrai. Le jour de l'avilement, nous avions travaillé. Il y a eu de loi qui avait travaillé avec qui? Parce que les journalistes, ce sont vos partenaires. Attention, en fait. attention. Oui. Il ne faudrait pas ici incriminer le bureau de l'Assemblée. Nous avions tous suivi la position du président par rapport à cela. Il n'avait pas voulu que les journalistes soient juste à proximité des élus. Il y a quand même, il y a quand même. Alors que ça a toujours été les cas. Il y a un encombrement. Il y a un encombrement. Il fallait quand même laisser les députés respirer. C'est comme ça qu'il y avait une proposition qui avait été faite, que les journalistes soient en haut et pas là où il y a des députés. Je pense que c'est pas quand même une mauvaise position, une mauvaise décision. On vous a pas interdit l'accès, mais on vous a tout simplement délocalisé. Même en haut, parce que les députés ne font pas les journalistes ne font pas les vous engorgez l'espace réservé aux députés. C'est la raison qui avait motivé cela. Oui. Donc, les assistants parlementaires, non, les plénières sont publiques. Il y a des plénières qui sont publiques. On voit des gens, l'assistance est là. Il y a aussi des plénières où les travaux se déroulent à huis clos. Oui. Quand il s'agit du huis clos, on n'a pas besoin des journalistes, on n'a pas besoin des assistants parlementaires, moins encore de l'assistance. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas ici incriminer le bureau. C'est une mesure juste pour bonifier les choses au sein jusqu'à quand au sein de la salle de plénière. Jusqu'à quand cette mesure, en fait? Non, mais si c'est parce pour... que ça continue jusqu'aujourd'hui. On ne vous a pas interdit l'accès, mais allez au-dessus là-bas. Au-dessus, est-ce que le journaliste peut mieux travailler au-dessus? Parce non, mais il n'y a pas... Vous n'allez quand même pas me dire que... Vous n'allez quand même pas me dire que les journalistes accèdent partout. Oui. Non. Non. Au Sénat? Non, vous irez jusque là où le président s'assoit. Non, non. Voilà. Mais voilà. Il y a un endroit réservé aux journalistes. Mais justement, cet endroit-là, c'est là. Cet endroit a été instauré maintenant avec la dictature au niveau de la chambre basse, parce que il y a un endroit réservé aux journalistes. C'est une question de l'organisation. C'est une question d'organisation. Il y a eu une mesure comme ça. Nous trouvons que cette mesure, elle est salvatrice parce que ça nous permet quand même de respirer. Et on vous a placé dans un endroit pour que vous puissiez prendre les images de plénière. Et ne considérons pas qu'on vous a interdit l'accès, ça serait dénaturer justement la stricte vérité des choses. Très bien. S'agissant du bilan de la manifestation de l'opposition, la conférence épiscopale nationale du Congo a publié en fait un rapport sur les bilans. Les documents des évêques évoquent au moins 2 manifestants tués, un par balle dont le corps a été emporté par un véhicule de la police, et l'autre par des coups de bâton et des pierres des forces du progrès lors de ces assauts. Mais vous ne voyez pas que tous ces troubles n'augurent pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays. Vous savez, monsieur le journaliste, le monopole de la violence est reconnu à l'État. Il n'y a que l'État qui a le monopole de la violence. Dans une république, aucun individu, fût-il opposant, ne peut se permettre de marcher sur les lois de la République. Il y a une loi qui organise le parti politique. Il y a une loi qui organise les manifestations publiques. Ça existe. Et lorsque vous voulez vous comporter comme si vous étiez dans une zone de non-droit et que le loi voulait bafouer selon vos humeurs,
Je pense qu'il faudrait que l'État puisse appliquer la force pour vous faire entendre raison et vous retourner sur le bon rail. C'est ce qui avait été fait. Alors que nous sommes dans un État démocratique. Je vous ai dit ici qu'un sitting, lorsqu'on organise un sitting, on ne s'amène pas avec des armes blanches. On ne s'amène pas avec des cocktails Molotov. On ne s'amène pas avec des pierres. Non, ça, ce n'est pas un sitting. C'est un mouvement insurrectionnel. Et face à ces mouvements-là, l'État a l'obligation de restaurer justement l'ordre. L'ordre public avait été restauré. Donc, incriminer la police par rapport à cette manière d'agir serait justement, ça s'apparenterait à quelqu'un qui accepte que l'on puisse nous retrouver dans la jungle, alors que dans une république, il y a les lois qui devraient nous régir. Il y a eu mort ou pas, ça je ne sais pas. Nous avons suivi les bilans officiels, ces bilans ne font pas état de mort. Donc, je ne sais pas sur base de quelles sont les données qui ont poussé la Senco à confirmer qu'il y a eu de morts, et ils sont allés même plus loin pour donner les circonstances et même la cause justement, ou la cause de la mort. Ça c'est très grave quand même. Ça devrait revenir aux enquêteurs, à la police scientifique, qui peut déterminer si la personne est morte d'une balle ou d'un projectile qu'elle avait reçu. Donc déjà conclure comme ça, je pense qu'il faudrait que chacun reste à sa place. Il ne faudrait pas ici marcher sur le plantement des autres. Il ne faudrait pas non plus débiter des sornettes, de mensonges pour le besoin de la cause. Donc ici, nous sommes en train de prolonger les bilans qui avaient été faits par les officiels, et ces bilans ne font pas état de mort. Voilà. Des arrestations, peut-être il y en avait eu. Et là encore, je voudrais rectifier. Ceux-là qui incriminent la force du progrès, ils pensent que la force du progrès était là présente lors de ces manifestations-là. Je pense que c'est encore des affabulations. Mais la Senco exige également le démantèlement de la force du progrès. Attention. Une milice du parti présidentiel. Non, attention. C'est encore un mensonge éhonté de la part de la Senco. Il n'y a pas eu la force du progrès ces jours-là. La force du progrès n'avait pas organisé de manifestation. Si j'ai demandé aux évêques de la Senco de nous donner la preuve que les hommes que nous avons vus dans les images sont réellement de la force du progrès, ils n'en auront pas. Vous comprenez? Et je pense que ces évêques n'auront pas ces preuves-là. Donc, pourquoi incriminer alors que vous n'avez pas la certitude qu'il s'agit réellement de la force du progrès? Alors, si c'était la police en uniforme, parce que dans pareille situation ou dans pareille manifestation, il y a aussi des agents de l'ordre qui sont en civil, qui camouflent dans la population. Ça existe à travers le monde, on voit des trucs comme ça. Vous comprenez? C'est peut-être pour sonder, c'est peut-être pour dénicher ceux-là qui ont des idées malencontreuses à s'attaquer justement aux paisibles citoyens ou aux forces de l'ordre. On infiltre parfois des gens comme ça. Et si c'était la police en civil? Non, je pense qu'on doit arrêter un moment de débiter des sornettes, surtout quand on a une certaine considération dans l'opinion. Il ne faudrait pas continuer à se faire éclabousser tout le temps. Aujourd'hui, la Senco n'a plus le prestige qu'elle avait à l'époque. Aujourd'hui, la voix de la Senco est inaudible. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités dites par la Senco, il y a eu beaucoup de propos qui ne reflétaient pas la stricte vérité des choses, et ils se sont fait discréditer eux-mêmes. Et je pense qu'à un certain moment, il ne faudrait pas... il faut réellement être objectif, être l'église au milieu du village. Lorsque vous n'avez pas toutes les données possibles, ne débitez pas de choses, sinon ça risque d'avoir des états en discrédit sur vous-même et même sur votre structure. La révision ou les changements de la Constitution en République démocratique du Congo, le peuple doit rester au cœur du débat en fait. Francis Chibalabala Mokunaï, vous ne voyez pas que vous avez un rôle hautement pédagogique à jouer qui consiste donc à expliquer à ces peuples le bien fondé, mais aussi pour apaiser les esprits, organiser ne serait-ce qu'un dialogue sur les référendums.
Voilà, je pense que les moments venus, si les peuples, déjà la majorité de la population est favorable au changement de la Constitution, la majorité de la population. Moi, je suis, vous allez me dire sur base de quel sondage, moi je suis député national, je représente les peuples. Les peuples que je consulte de temps en temps est favorable au changement de la Constitution. C'est le cas aussi pour la plupart des collègues qui sont au niveau de l'Assemblée. Vous comprenez? Nous représentons le peuple. Nous avons ces pouvoirs-là de parler au nom du peuple, pas les autres. L'opposition n'a aucune qualité pour parler au nom du peuple. L'opposition n'est pas investie d'un mandat du peuple pour parler en son nom. Donc c'est nous qui représentons le peuple. Et nous vous disons avec certitude que le peuple est favorable au changement de la Constitution. Mais, attention, le débat n'est pas encore à l'ordre du jour. La Constitution, contrairement à Kabila, qui, d'un ton sarcastique, avait dit qu'il peut dire que la Constitution, c'est à lui, c'est lui l'auteur de la Constitution. Non, la Constitution n'est pas l'œuvre d'une personne, n'est pas l'œuvre d'une caste d'individus, n'est pas l'œuvre d'un caste d'individus, excusez-moi, d'un groupe d'individus. La Constitution n'est pas l'œuvre du président de la République. La Constitution est l'œuvre de la population. C'est le peuple qui s'exprime à travers un référendum sur la Constitution. Donc la Constitution que nous avons aujourd'hui est l'émanation de la population. Vous comprenez? Donc, lorsque le débat sera mis sur le tapis et que le président de la République ou le gouvernement va juger de l'opportunité, après consultation, tel que le veut la loi qui organise les référendums, vous comprenez, le peuple va devoir s'exprimer. Donc, laissons justement les temps au peuple. Le peuple n'a pas besoin que l'on puisse les conscientiser, parce que c'est son vœu déjà. Le peuple est favorable au changement de la Constitution. Le peuple sait que la Constitution actuelle est obsolète à bien des égards. Le peuple sait qu'un texte constitutionnel ne peut pas être... ne peut pas exister ad vitam aeternam. Non. Ce sont des lois, ce sont des dispositions qui subissent parfois l'usure du temps aussi, qui sont parfois en déphasage avec l'évolution de la société et qu'il faille justement les adapter au contexte actuel. La Constitution a plusieurs contours. Entre autres, un contour historique. La Constitution répond justement aux enjeux de l'heure. Est-ce que, s'il faut que je vous pose la question, permettez que j'inverse le rôle, est-ce que les enjeux qui avaient milité justement à la création de ces textes constitutionnels sont les mêmes aujourd'hui? Je réponds non. Il y a des choses qui ont évolué, il y a des dispositions, comme je l'ai dit précédemment, qui sont pratiquement en déphasage avec l'évolution de notre société, qui méritent qu'elle soit détricotée. Donc il ne faudrait pas ici conscientiser la population alors qu'elle-même déjà est convaincue qu'il faut qu'on puisse doter à notre pays un texte constitutionnel qui réponde justement aux enjeux dès lors et qui protégerait ses intérêts et même les intérêts de la RDC. Changement de la Constitution en République démocratique du Congo. L'Assemblée, en fait, le Parlement, à travers ses lois référendaires, pourrait s'émuer en Assemblée constituante. Vous ne voyez pas que cette nouvelle architecture institutionnelle est envisagée dans un contexte de dysfonctionnement de l'appareil étatique? Non, non, c'est pas un dysfonctionnement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les constituants, il y a également les législateurs. Les députés sont des constituants dérivés. Les constituants originaires, c'est les peuples d'abord. C'est le peuple lui-même. Voilà. Maintenant, pour que la Constitution soit élaborée, soit acceptée au niveau des constituants, il faut qu'il y ait une assemblée constituante. Sous d'autres cieux, et même, c'était la proposition de l'initiateur de la loi, il avait suggéré que l'on puisse élire une assemblée constituante. Même la Constitution de 2006,
il y avait une assemblée constituante en 2005 qui avait pondu ces textes constitutionnels qui avaient été soumis au référendum. C'est la procédure à travers le monde. Donc, il faut une constituante, une assemblée constituante. Il faut qu'il y ait des constituants. Au lieu d'organiser des élections pour élire justement une assemblée constituante, étant donné que le pays est confronté à beaucoup de défis, notamment sécuritaires, il y a même des défis financiers, organiser les élections pour élire l'Assemblée constituante, ça va impliquer beaucoup d'argent. Nous avons coupé la part en deux. Qui sont l'émanation de la population? Ce sont des députés, ce sont des élus. Transformons justement cette assemblée ou ces parlements en assemblée constituante. C'est la décision qui avait été dégagée et c'est ce qui avait été adopté. Donc je pense que la constituante a une mission et un chronomètre, une temporalité bien précise. Vous comprenez? Combien de jours, par exemple? Je crois que c'est 3 mois selon la proposition. Oui. Et après, justement, sa mission, la constituante disparaît. Et nous reprenons nos casquettes d'antan. Oui. C'est-à-dire les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux. Nous reprenons nos fonctions. Mais pendant l'élaboration du texte constitutionnel, il faut absolument qu'il y ait l'Assemblée constituante et nous allons constituer cette Assemblée constituante-là, étant donné que nous avons une certaine légitimité venant de la population. Et les corps scientifiques, la société civile? Non, là, ce sont des experts qui seront consultés certainement, sans nul doute, parce qu'avant de passer à la constituante, il faudrait qu'il y ait d'abord une procédure à suivre. Vous comprenez? Des experts seront consultés, des gens vont réfléchir sur l'opportunité, sur des dispositions, sur la structure de notre constitution future. Donc tout ça, ça va précéder et après nous allons passer à la constituante et c'est la constituante maintenant qui va élaborer les textes qui sera soumis au référendum pour que le peuple puisse se prononcer. Le peuple, s'il est favorable à ce projet de constitution, ça sera adopté, mais si il est contre, on va revenir sur la Constitution de 2006. Vous avez adopté ou voté d'une manière non identique entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Vous avez tenu compte des conseillers communaux, mais tandis qu'au niveau du Sénat, ils ont élagué en fait carrément les conseillers communaux. Hier d'ailleurs, ils ont eu à fouler leur pied au niveau de l'hémicycle, au niveau de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat qui a été mise sur pied. Hier, comment voyez-vous cette manière de procéder en fait de la Chambre haute du Parlement? Non, mais écoutez, ils sont dans leurs attributions constitutionnelles et réglementaires. Une loi suit toujours 2 étapes. L'initiative passe par l'Assemblée nationale lorsque nous adoptons et cette proposition de loi ou le projet est renvoyé au niveau du Sénat en seconde lecture. C'est ça la Constitution, c'est ça les règlements intérieurs de nos 2 chambres. Donc, les sénateurs ont fait leur travail. Bon, je pense que la loi avait été adoptée au niveau du Sénat, la proposition de loi au niveau du Sénat, en des termes identiques. Il y a eu des petites questions, notamment la question sur la présidence de la constituante, de l'Assemblée constituante, et sur les personnes qui vont devoir constituer justement cette Assemblée constituante, dans les constituants. Nous avions proposé qu'il y ait aussi les conseillers municipaux au niveau de l'Assemblée nationale. C'était tout simplement parce que ils sont élus aussi au suffrage universel direct. Mais au niveau du Sénat, il y a eu une autre position qui a tranché avec la nôtre. Les Sénats estimaient que, étant donné que les élections des conseillers municipaux n'avaient pas été organisées sur toute l'étendue du territoire, ils ne trouvent pas opportun qu'ils soient parmi les constituants. Et c'est ce qui avait été adopté même au niveau de la commission paritaire PAJ, donc Assemblée nationale Sénat. Et je crois que dans une certaine mesure,
ils peuvent avoir raison, mais nous n'avions pas non plus aussi tort parce que nous avions plus besoin d'une large légitimité par rapport à la procédure qui allait suivre. Mais déjà les députés nationaux qui représentent la population, déjà les sénateurs, déjà les députés provinciaux, je pense que c'est toute la population qui est concernée, qui sera concernée par rapport à la démarche qui va être suivie. Donc les idées sont jetées et la loi sera envoyée au président de la République pour promulgation parce qu'elle avait déjà été adoptée. Et on attend que le président puisse la promulguer. Et je pense que, en tant que républicain, en tant que responsable, les conseillers municipaux ne peuvent que constater ce qui avait été fait et s'aligner tout simplement. Mais par rapport au rayon politique, faudra-t-il admettre aujourd'hui que le pouvoir semble déjà remporter la bataille du glissement institutionnel en affirmant qu'il ne peut y avoir des référendums sans le Nord Kivu et les Sud Kivu? L'opposition politique congolaise valide aujourd'hui involontairement l'argument du pouvoir selon lequel il ne peut y avoir d'élections dans un pays amputé d'une partie de ses territoires. Vous ne voyez pas que ces raisonnements utilisés aujourd'hui contre les référendums en République démocratique du Congo pourra également être utilisé demain pour justifier un report électoral? Voyez-vous que c'est une contradiction majeure? Non, je ne vois pas de contradiction. C'est quoi la contradiction? Peut-être que je n'ai pas bien cerné votre question. L'opposition reconnaît qu'on ne peut pas, à l'état actuel des choses, on ne peut pas aller aux élections, étant donné une portion de nos territoires est dans le giron du Rwanda. Vous comprenez? C'était la position du président qui avait fait remarquer lors de sa conférence de presse que dans ces conditions, ça sera difficile qu'on aille aux élections parce qu'on ne peut pas priver justement à cette population-là qui est sous domination du Rwanda de pouvoir exprimer son droit constitutionnel, vous comprenez? Et on ne peut pas non plus aller aux élections dans cette configuration parce que ça serait légitimer la balkanisation de notre pays. Donc l'opposition partage aussi ces points de vue. De ce côté-là, il n'y a pas de questions à soulever. S'agissant du référendum, le référendum, je pense que il peut être organisé même dans ces contextes. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas, quand vous consultez l'histoire du monde, vous verrez qu'en Allemagne, par exemple, la Constitution de 1949 avait été adoptée par la République fédérale d'Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est. C'était sans l'Allemagne de l'Ouest, sans la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Ouest. Mais c'est cette même constitution-là qui est d'application aujourd'hui. C'était d'ailleurs prévu en son article 146 qu'après la réunification des deux Allemagnes, il fallait créer une autre constitution. Heureusement, c'est la même de 1949 qui est d'application aujourd'hui. Donc, on peut se servir de ces cas comme exemple, justement. On peut aller au référendum parce qu'il s'agit des questions existentielles qui touchent à la vie de notre nation. Donc, offrir à la RDC un texte constitutionnel, c'est un intérêt collectif parce que le texte, même s'il n'est pas voté dans la partie qui est sous contrôle de l'ennemi, vous comprenez, mais il leur sera opposable, il leur sera appliqué. Je vous ai donné les cas de l'Allemagne ici, en 1949. Donc, ça peut être fait. On peut aller au référendum. Il s'agit d'un texte qui sera voté. On peut trouver aussi notre formule. Maintenant, le fait que les députés provinciaux, même qui sont élus, de partis qui sont dans l'escarcelle du Rwanda, vont participer, seront des constituants, je pense que ça sera une représentation dans une certaine mesure, parce que les députés représentent la population. Donc, ils vont devoir représenter leurs électeurs. Ce qui est une très bonne chose. Deuxièmement,
on peut électroniquement organiser le vote. Ceux qui sont dans cette partie-là, par exemple, à travers, il y a des propositions qui sont en train d'émerger. Je ne dis pas que c'est ce qui sera fait, mais c'est aussi une proposition pour bypasser justement cette occupation, pour permettre à ces peuples-là de s'exprimer. On peut de manière électronique trouver des mécanismes pour leur permettre d'exprimer aussi leur avis par rapport à la Constitution, au projet de Constitution qui sera soumis au référendum. Donc il y a toujours possibilité de se pencher sur cette question, mais les élections c'est compliqué parce que organiser les élections sans la partie orientale, ça serait balkaniser, accepter la balkanisation. C'est le cas d'ailleurs avec l'Ukraine. Non, des exemples que je cite, ce sont des choses qui sont réelles. L'Ukraine, c'est depuis 2024 que le président Zelensky ait fait mandat. Et il n'y a jamais eu élection parce qu'il y a une portion, pratiquement 20% du territoire ukrainien, est dans les jurons de la Russie. Donc, aller aux élections avec cette réalité-là serait une légitimation de la balkanisation de l'Ukraine. Donc c'est la même chose avec ce qui se passe dans notre pays. Il n'y a pas de contradiction, seulement l'opposition doit se hisser justement au-dessus de leurs intérêts catégoriels, des leurs intérêts égoïstes. Il faut voir plus l'intérêt de la nation. Et d'ailleurs, parmi les personnes à consulter, il y a aussi les politiques. C'est l'occasion, lorsque la question, comme je l'ai dit lors de mon précédent propos, lorsque la question sera mise sur la table, je pense que même l'opposition sera la bienvenue pour qu'elle puisse apporter justement sa contribution par rapport à cela. Il faudrait qu'on ait un texte qui puisse correspondre avec nos réalités et non celui qui nous avait été imposé. Et déjà, lorsque je vois les responsables rwandais s'opposer au changement de la Constitution, s'opposer aux prolongations du bail du chef de l'État au palais de la Nation, déjà, moi, personnellement, étant donné que c'est un pays ennemi qui se prononce sur une question interne, moi qui suis congolais, je dois penser du côté du gouvernement, logiquement. Comment est-ce que le Rwanda qui nous agresse, qui massacre nos populations, qui tue, qui pille nos minerais, nos ressources minières, peut aujourd'hui s'opposer à une organisation en vue dans notre pays? Je pense que le Rwanda ne peut que souhaiter les chaos. Dans l'opposition, joue le jeu de l'ennemi. Tout naturellement. Le narratif rwandais, c'est celui qui est avancé par l'opposition. Honorable Francis Tchibalabala Moukounai, avec cette problématique du référendum en République démocratique du Congo, apparemment on constate que la question de l'intégrité territoriale est devenue un sujet secondaire dans les débats politiques congolais. La tragédie que vivent aujourd'hui la population de l'Est sert souvent davantage l'argument des circonstances que des priorités nationales. Vous ne voyez pas que cette banalisation est inquiétante? Non, moi je pense que c'est dans votre tête ce que vous dites, parce que tous les accords, que ce soit les accords cadres, que ce soit l'accord définitif avec le Rwanda, met en exergue l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté, la restauration de l'autorité de l'État. Donc ici, on ne doit pas considérer que ces notions fondamentales sur l'existence d'un État sont bafouées. Non, sont mises en exergue, sont considérées, et c'est même ressorti aussi clairement dans ces différents accords. Et en même temps, le volet diplomatique se poursuit. Les présidents continuent de se battre pour obtenir encore plus de sanctions contre le Rwanda, pour obtenir réellement l'intégrité territoriale de notre pays, pour que cette nébuleuse l'AF-123, le Rwandais et ses supplétifs l'AF-123 soient boutés hors nos frontières. Sur le plan diplomatique, sur le plan de stratégie, je pense que nous ne sommes pas en train de profiter de cette situation-là, mais encore de vouloir la bafouer. Nous nous battons. Sur le plan militaire, la conscription est populaire. On continue à acheter des armes, on continue à se battre sur le terrain.
la ligne des fronts est suffisamment ravitaillée, et la ligne d'attaque aussi est là, en train de se battre, pour pouvoir reconquérir les territoires qui sont passés dans le giron de l'ennemi, vous comprenez, et en même temps bouter cette nébuleuse, la FCM23, hors de nos frontières. Donc, de ce côté-là, nous sommes en train réellement de poser des actes qui sont perceptibles, mais il s'agit d'une guerre, il s'agit d'une situation que nous avons héritée. Ce n'est pas en un tournement que nous allons mettre fin à la guerre. Nous savons lorsque ça commence, mais c'est difficile de prédire quand est-ce que ça va se terminer. En Russie, par exemple, Poutine y est allé, en Ukraine, il y est allé pour maximum une semaine, conquérir toute l'Ukraine. Mais aujourd'hui, nous sommes à 4 ans et demi, 4 ans et quelques mois, vous comprenez? Et en Iran, la même chose. Lorsque Trump est allé avec Netanyahou, il pensait venir à bout de l'Iran au bout peut-être d'une semaine ou deux. Mais aujourd'hui, nous avoisinons les 6 mois. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans une situation de belligérance, nous sommes agressés, il y a il y a une certaine complicité, il y a des tops au sein de notre armée. Lorsque nous remontons la chaîne des commandements politiques et militaires, il y a des tops, il y a des gens qui sont passés à l'ennemi, qui sont au service du Rwanda. Et face à cette situation inextricable, le président se bat comme un diable dans un bénitier, et les peuples congolais aussi l'accompagnent. Et je pense que nous sommes pas encore, nous ne voyons pas encore le bout du tunnel, mais nous sommes dans ces processus-là. Dans un temps relativement court, la paix va revenir dans toute la partie orientale. Je suis convaincu, il y a des actes extérieurs qui sont aussi en train de confirmer justement ces vœux qui exprimés non seulement par moi-même, mais aussi par les Congolais et par vous aussi. Certes, l'opposition politique congolaise paraît incapable plutôt d'incarner une alternative crédible, mais vous ne croyez pas que les frustrations sociales, la pression démographique, la précarité économique et les attentes immenses de la jeunesse congolaise constituent aujourd'hui, Francis Tibalabala Mukunaï, des forces bien plus puissantes que les calculs des états-majors politiques, bien que vous n'arrivez pas à tenir compte des revendications de l'opposition politique. Je n'ai pas compris le sens de votre question. Je disais en fait, l'opposition politique congolaise, selon certaines, paraît incapable d'assurer une alternative crédible, mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui dans la société congolaise, tels que la précarité économique, l'impaiement des salaires des fonctionnaires qui s'effectuent depuis un certain temps en retard, mais également cette question de la démographie. En fait, vous ne voyez pas que ça paraît plus puissante que les calculs des états-majors politiques? Bon, je n'ai toujours pas bien cerné, mais si je vais m'efforcer de vous comprendre. Donc vous êtes plus en train de dire que l'opposition bat de l'aile et que la population peut un jour se soulever et mettre en difficulté. C'est ce que vous vouliez dire. Oui. D'accord. Je pense que la population est avec le chef de l'État. La population sait que le chef de l'État, depuis sa prise de fonction lors de son premier mandat, il est en train de travailler pour ses intérêts, pour son intérêt, pour son compte. Le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Les punchlines du chef de l'État, lorsqu'il disait « le salut du peuple, c'est la loi suprême », je pense que c'est vécu par la population. J'en veux pour preuve. C'est grâce au chef de l'État, 26 ans après, ou ben pas 26 ans, c'est en 2019, donc pratiquement 16 ans après, non, 2019, 13 ans après, 14 ans après, on a vécu, non, la gratuité d'enseignement s'est matérialisée. La gratuité de la maternité, ça existe. Ce sont des choses qui n'avaient jamais existé avant. Il y a des routes, les kilomètres de routes qui sont construites aujourd'hui,
réalisés aujourd'hui dépassent de loin les réseaux routiers qu'on avait du temps de Kabila, et même en commençant par l'indépendance de notre pays. Il y a des universités qui sont construites, il y a des écoles qui sont construites, réhabilitées, il y a le barrage des Kakobola qui est en service, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup de réalisations de la part du président. Et ces réalisations profitent sans nul doute à la population, rien qu'à la population. Donc ici, vous n'allez pas chercher une fibre auprès de la population qui soit basée sur une certaine déconsidération ou une certaine négligence de la part de l'exécutif ou du président de la République. Je pense que ça ne marchera pas. Les peuples sont en train de voir qui est en train réellement de travailler pour lui, et ces peuples-là, je vous ai dit, il s'est aligné sur la position du chef de l'État. Il est convaincu qu'en dotant la RDC d'un texte constitutionnel qui soit potable, va naturellement occasionner l'éclosion de la RDC, et ça sera un salut pour lui, et je pense que ces peuples-là n'ont pas intérêt à se soulever, d'autant plus que les réalités en disent long. Les réalités aujourd'hui démontrent que c'est l'opposition, par contre, qui est orpheline, c'est l'opposition qui est seule, c'est l'opposition qui a un raisonnement décousu, c'est l'opposition qui est versatile, qui change à tout moment de narratif. C'est l'opposition qui n'est pas cohérente, et non le gouvernement. Donc, le peuple est avec le chef de l'État, les peuples le soutiennent, sinon la rhétorique rwandaise aurait gagné du terrain. Sinon, dans la bataille d'opinion, c'est plus l'opinion du Rwanda, avec ses bras séculiers, la FC-23, qui allait prévaloir, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le narratif du gouvernement, c'est le narratif officiel du gouvernement qui est relayé par la population. Aujourd'hui, la population est convaincue de tout ce qu'est en train de faire le président. Même la population qui est dans la partie orientale aujourd'hui, ils voient en Félix Tshisekedi un messie quasiment. Ils trouvent qu'il a un pouvoir messianique pour changer la situation de la partie orientale, qui a longtemps duré. Aujourd'hui, quand vous y allez là-bas, d'ailleurs, vous en conviendrez qu'il y a un fossé entre la population et l'occupation. Et le Rwandais qui sont là-bas, et la FC-23 qui est là-bas. Il y a un fossé. Il n'y a pas une adéquation entre leur manière de faire et le vouloir de la population. La population est avec le gouvernement actuel. C'est ce qui traduit justement cet accompagnement de la part de la population, et en même temps c'est rejet de la part de l'opposition que la population a toujours fait montre. Honorable Francis Tchibalabala, vous avez en fait loué le bienfait du président de la République par rapport à cette population. Vous ne voyez pas que les pouvoirs feraient mieux de considérer les crédits politiques dont ils bénéficient aujourd'hui auprès de la population comme une opportunité, plutôt que de les considérer comme un acquis définitif? Une partie importante, dont vous l'avez dit déjà, de la population continue de lui accorder sa confiance en raison de sa détermination affichée face à l'agression rwandaise. Mais en politique, l'espoir ne se conserve pas, mais il s'est nourri par des résultats. Aujourd'hui, par rapport à la situation de l'Est, bien qu'il y ait un certain nombre d'efforts entrepris, mais pourquoi la guerre bat du plomb dans l'aile pour finir en fait? Je vous ai dit ici que je crois que je ne voudrais pas me répéter, mais je vous ai dit, une guerre, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Nous ne sommes pas en train de dormir sous nos lauriers. Je vous ai démontré ici que la conscription est populaire jusqu'aujourd'hui. Je suis en train de vous montrer qu'on continue à acheter des armes
pour mieux se défendre, pour mieux défendre l'intégrité territoriale de notre pays, pour reconquérir les territoires qui sont passés dans l'escarcelle de l'ennemi. Et je pense que nous sommes en train de travailler et nous continuons à travailler. Nous ne dormons pas sur nos lauriers, nous ne croisons pas le doigt. Et je pense que des résultats vont se faire sentir un jour. Nous ne savons pas quand, parce que même le président lui-même l'avait dit, c'est Dieu seul sait quand est-ce que la guerre va se terminer. Et comme en Russie aussi, et en Ukraine, il n'y a que Dieu seul qui sait. Toutes les prédictions qui avaient été faites par rapport à la fin de cette guerre se sont révélées mensongères. Donc aujourd'hui, ça se poursuit. Donc, soyons positifs, ne soyons pas défaitistes, comme les sont certains Congolais. Soyons positifs, c'est notre pays, nous n'avons que ça, c'est notre colonne vertébrale. Il faudrait que nous puissions tous, chacun à ce qui le concerne, jouer une partition pour que la paix revienne dans notre pays. Il ne faudrait pas avoir des Congolais de mauvaise qualité, qui au lieu de s'aligner sur l'effet drapeau, ils sont par contre en train d'exécuter les plans de l'ennemi. Ils sont les affidés justement du Rwanda. Les présidents Kabila et le PPRD et tout ce qui s'ensuit, ils sont en train justement de mettre à exécution le plan macabre de la balkanisation. Ils sont en train de participer à la boucherie de nos populations, au massacre de nos populations. Et ça, ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Vous et moi et les téléspectateurs qui nous suivent, sont des Congolais de bonne qualité. Ils ne peuvent que, chacun à ce qui les concerne, nous ne pouvons que jouer notre partition pour que la paix revienne définitivement. Et ça sera bénéfique pour notre économie parce que nous aurons la pleine autorité sur la pleine gestion, si vous voulez, des ressources, des métaux rares qui sont dans la partie orientale, et les revenus justement de ces métaux rares vont permettre à ce que nous puissions construire encore beaucoup d'universités, de construire des routes à desserte agricole, de former une armée qui soit dissuasive, de mieux l'équiper, vous comprenez, d'améliorer les conditions des fonctionnaires qui est en train d'être améliorée chaque fois qu'il y a vote du budget au niveau de l'Assemblée, d'améliorer la solde des policiers militaires, d'investir dans des projets qui seront bénéfiques à notre peuple, de réaliser justement cette desserte totale en eau et en électricité. Vous voyez, tous ces problèmes-là, avec cet argent-là, on pourrait commencer à les régler un à un. Malheureusement, nous n'avons pas les contrôles de cette zone et nous pensons que les choses vont s'améliorer dans le mois, les jours, peut-être des années qui viennent. Pour terminer, s'il faut baliser l'avenir, comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo, surtout face à cette agression dont nous avons évoqué, mais également les référendums, mais aussi les manifestations organisées par l'opposition pour contrer ces changements de la Constitution? L'avenir est radieux dans la mesure où le peuple a fait bloc avec le chef de l'État. Vous savez, lorsque vous avez le peuple derrière vous, vous avez tout. Vous n'avez plus besoin de qui que ce soit. Parce que la souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui décide. Tout pouvoir émane du peuple, dans une république, dans une démocratie. Mais lorsque vous avez ces peuples-là, ça veut dire que vous avez une carte blanche, vous avez un chèque en blanc pour faire tout ce que vous voulez. Et là, d'ailleurs, pas tout ce que vous voulez dans le sens de vos intérêts personnels, non, dans le sens des intérêts de la population. Et je crois que il y a des beaux jours devant nous, non seulement sur le plan politique, sur le plan économique aussi, même sur le plan sécuritaire. Et je pense qu'on doit continuer à être positif. Les choses vont s'améliorer. Les présidents s'y attellent. Son gouvernement aussi est d'arrache-pied. En train de travailler pour pouvoir améliorer les quotidiens. Et l'opposition, je pense qu'elle est en train de jouer pleinement son rôle. Nous sommes dans une démocratie. Les points de vue doivent échanger, doivent discuter. Dans une démocratie, il n'y a pas une pensée unique. Sinon, nous serions dans une république et dans une dictature. Vous comprenez? Et l'opposition est en train de faire son rôle, mais ce rôle doit être bien joué, en respectant les lois de la République,
en respectant la Constitution, en respectant les libertés, les droits et libertés fondamentaux du peuple. Parce qu'il faut toujours considérer que là où s'arrête votre liberté, commence celle des autres. Donc il faut ce respect réciproque, aussi l'amour inconditionnel de la RDC. Donc les changements de la Constitution, c'est une question fondamentale qui touche à la vie de la RDC. Sur cette question, je pense que même si nous avons des divergences de point de vue, même si nous sommes opposés par rapport justement où il y a des remises en question sur le plan du programme, sur le plan de la gestion de la RDC, sur la question qui touche à la vie de la nation, il faudrait quand même que nous puissions, terme aux divergences, parler d'une seule voix. L'opposition avait manqué à l'épisode. Au beau milieu de l'agression de la RDC, en lieu et place de faire le fait drapeau pour soutenir le gouvernement et la RDC, l'opposition est allée du côté de l'oppresseur, du côté des agresseurs de la RDC, malheureusement, et je pense qu'elle peut se ressaisir s'agissant de cette question importante qui est consubstantielle à notre existence, à notre vie, qu'elle puisse changer son fusil d'épaule et débattre de manière sereinement et froidement de cette question du changement de la Constitution. Très bien. En tout cas, c'est par ces credos de l'honorable Francis Tchibalabala Moukounai que nous mettons un terme à cette émission. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous l'honorable Francis Tchibalabala Moukounai. Il allait être ensemble avec Mike Moukeba et malheureusement, il a brillé par son absence. Avec lui, nous avions parlé de l'actualité politique liée à l'adoption ou au vote de la proposition de loi portant référendum en République démocratique du Congo, où une commission mixte ou une commission paritaire mixte, Assemblée nationale, Sénat, a été mise sur pied pour aplanir les divergences, car la proposition de loi a été votée en des termes non identiques au niveau du Parlement. Nous avions abordé également la question de la manifestation de l'opposition politique face à cette proposition de loi. Je crois qu'on doit se retrouver prochainement avec les autres invités. Merci à Marité Bodo, Georges Ilbengue, Doudou Montiri, Bruno Nzinga, mais également Issa Banjolo et Alain Kabongo. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.